Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. L'invasion russe se poursuit en Ukraine, les bombardements se multiplient, des actions condamnées par de nombreux États, dont la principauté. Et quelles sont les mesures prises par Monaco? Combien de personnes sont concernées par ces procédures? Et quel impact ce conflit peut avoir sur l'économie monégasque? Le ministre d'État Pierre Dartout est notre invité dans quelques instants. Le gouvernement princier a levé le voile ce matin sur le plan de santé mentale. Il vise à améliorer la prise en charge des personnes fragiles. Nous en parlerons avec la chef du service de psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace, Valérie Aubin. Dans ce journal également, du football et la désillusion pour l'AS Monaco, éliminée aux portes de la finale de la Coupe de France par le FC Nantes. Anaïs Rieu a suivi le match avec les supporters. Et puis Monaco reçoit le Maroc en Coupe Davis pour valider sa place dans le groupe 2. Le tirage au sort des matchs qui débutent demain au Monte Carlo Country Club a eu lieu tout à l'heure. Les hommes de Guillaume Couillard ont-ils été chanceux? La réponse après cette édition avec votre magazine, Les Experts. Je vous le disais en titre, au 8e jour de la guerre en Ukraine, les bombardements et les combats se multiplient. Ce conflit a suscité une pluie de condamnations. Des sanctions ont été prises à l'encontre de la Russie par de nombreux pays, dont la principauté. Pour évoquer cette guerre en Ukraine, le ministre d'État Pierre Dartout nous attend dans les studios de Monaco Info. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Le prince a fermement condamné l'invasion des Russes en Ukraine en début de semaine. Le conflit ne cesse d'évoluer d'heure en heure. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Eh bien, mon sentiment, bien entendu, d'abord est d'exprimer une certaine douleur face à ces événements, parce qu'on voit qu'il y a des populations civiles qui sont extrêmement marquées, que d'après les images de télévision, il y a des combats qui se déroulent dans un contexte de violence assez fort. Et donc c'est ce sentiment que je peux avoir, une certaine douleur, et notamment avec la vision d'enfants, de familles qui sont obligés de partir ou de se réfugier parfois dans le métro. Il y a des ressortissants monégasques qui sont bloqués en Ukraine. Alors, ou qui ont fait... À notre connaissance, il n'y a pas de ressortissants monégasques qui sont bloqués. En revanche, il peut y avoir des conjoints de ressortissants monégasques. Un exemple m'est venu il n'y a pas très longtemps, mais c'est une personne, je crois, qui a quitté l'Ukraine et qui fait route vers la France. La principauté a adopté à son tour des sanctions économiques prises par les États européens contre la Russie. Il y a eu la publication d'une liste noire par l'Union européenne. Concrètement, Monsieur le ministre, combien de personnes sont concernées par ces procédures à Monaco? Alors d'abord, ces listes sont publiées à Monaco et sont mises en œuvre parce que, en raison de nos engagements internationaux, nous sommes tenus de mettre en œuvre les décisions de l'Union européenne en ce qui concerne ces gels de fonds. Donc il y aura un certain nombre de noms qui ont été diffusés, il y en aura certainement encore d'autres. Pour ce qui concerne le nombre de personnes effectivement concernées, c'est une information qui doit être confidentielle et donc nous ne communiquerons pas sur le nombre de personnes concernées, ni naturellement sur, en termes de volume, ce que cela représente. La France, par exemple, envisage d'étudier la saisie de biens privés comme des yachts ou des biens immobiliers. Est-ce que Monaco envisage de s'aligner à cela? Alors pour l'instant, ce que met en œuvre Monaco, c'est le gel des fonds, c'est-à-dire des dépôts en banque. Pour ce qui concerne une éventuelle saisie d'autres biens, notamment de biens immobiliers ou de yachts, par exemple, bon, c'est une question qui est à l'étude, mais je crois qu'en France aussi, les études ne sont pas encore totalement achevées pour que l'on soit très solide sur le plan du droit et sur le plan de la procédure, c'est-à-dire pour que ces procédures aboutissant à une saisie soient incontestables. Donc c'est quelque chose qui peut être étudié, mais pour laquelle il n'y a pas de réponse définitive aujourd'hui. Mais globalement, Monsieur le Ministre, il était important que Monaco s'aligne par rapport à toutes ces décisions européennes. Du fait des engagements internationaux que la principauté a, dès qu'une liste est publiée par l'Union européenne, nous la publions à Monaco sous forme de décision ministérielle et qui est prise dans les 24 heures. Donc systématiquement, on suit,
on respecte, nous nous alignons immédiatement sur cette liste ou sur ces listes qui sont communiquées. Et est-ce que ce conflit en Ukraine peut avoir un impact sur la principauté? Quels sont les types d'échanges que nous entretenons avec la Russie? Pour l'instant, le commerce extérieur avec la Russie est très limité, tant en ce qui concerne les importations que les exportations. Pour le reste, il est très prématuré de dire quelles seront les conséquences, quel sera l'impact économique de cette guerre. Ce que nous savons, c'est que tout dépend de la durée des événements. Bon, il est évident que le secteur sur lequel nous devons être très vigilants les deux secteurs sont d'abord l'énergie, et notamment le prix de l'énergie, mais également le tourisme, vu la fréquentation des touristes russes, qui ne sont pas les premiers touristes étrangers venant à Monaco, mais qui sont parmi dans les 10 premiers en termes de population. Alors cette guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier une autre crise, qui est la pandémie de coronavirus. Les indicateurs sont plutôt encourageants en principauté, mais la vigilance doit être toujours de mise. Alors, la vigilance est toujours de mise, le respect des gestes barrières. La pandémie est loin d'être finie. Nous avons un taux d'incidence qui demeure toujours élevé, à 400, mais nous sommes incontestablement dans une phase d'amélioration de la situation. Et donc, nous pouvons envisager de nouveaux assouplissements. C'est quelque chose qui est encore à l'étude, mais qui pourra être décidé, qui pourra être mis en œuvre soit au début de la semaine prochaine, soit au début de la semaine d'après. Dans cet assouplissement, éventuellement, il y aurait la levée progressive du pass sanitaire concernant certains secteurs? Ce n'est pas peut-être la mesure sur laquelle on travaille prioritairement. Il y a les questions notamment liées à l'école, par exemple, mais sur lesquelles des décisions peuvent être prises, oui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été dans les studios de Monaco Info. Merci à vous. Les élans de solidarité se poursuivent en faveur du peuple ukrainien. Vous le savez, plusieurs institutions et associations organisent des collectes de besoins de première nécessité. La mairie a acté aujourd'hui en séance publique l'ouverture d'une souscription pour venir en aide à l'Ukraine. Je vous propose d'écouter à ce sujet le maire de Monaco, Georges Marsan. Il est au micro de Fabien Bonilla. La mairie, en accord avec le gouvernement princier, a décidé d'ouvrir une souscription pour collecter des dons qui seront reversés à la Croix-Rouge monégasque et aux associations reconnues par le gouvernement monégasque. Il y a également une collecte ? Et il y a une collecte, évidemment, à l'espace Loferré. Les horaires d'ouverture de cette collecte, c'est de 9h à 17h30. Et ça va, pour l'instant, ça sera jusqu'à dimanche, donc 4 jours de collecte. Donc nous avons une liste de produits collectés qui nous a été donnée par l'ambassade d'Ukraine en France. Alors les produits, ce sont bien évidemment des produits d'hygiène, les savons, les couches. D'ailleurs, l'espace petite enfance a déjà apporté des couches pour les enfants. Des produits de logistique, c'est les couvertures de survie, c'est les sacs de couchage. Et enfin, les produits de secours, donc les gants, les masques et évidemment tout ce qui est pansement. Et pour être complète sur le sujet, si vous désirez faire un don, que ce soit par chèque ou par virement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la mairie de Monaco. Parlons de toute autre chose à présent. Le gouvernement princier a présenté aujourd'hui son plan de santé mentale. Il vise à améliorer la prise en charge des personnes fragiles. Avant de recevoir la chef du service de psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace, Valérie Aubin, qui va nous expliquer l'importance de ce plan. Retour en détail sur les grands axes qui composent ce dispositif avec Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. Équilibre psychologique, bien-être, la principauté compte bien aider au maximum les personnes qui en ont besoin, car elles font face par exemple à un état de mal-être temporaire ou plus long. Monaco entend bien être à l'écoute, comme le prouve ce plan organisé selon 3 axes principaux. Le premier, c'est mettre en lumière, détecter, reconnaître et prévenir les situations de mal-être, les addictions, les difficultés chez les jeunes ou chez les personnes un peu plus âgées. Deuxième axe, évidemment,
prendre en compte, accompagner, soigner, sans jamais la moindre stigmatisation, le moindre jugement. Les personnes sont comme elles sont et notre rôle, c'est de les accompagner. Et le troisième élément, c'est veiller toujours à l'inclusion sociale, faire en sorte que les personnes concernées puissent avoir une activité, avoir une vie sociale, se sentir bien, un travail dans la mesure de leurs capacités. Plusieurs entités sont donc mobilisées pour contribuer à ce plan et à sa feuille de route sur 5 ans. L'idée étant de montrer que le système monégasque est déjà efficace, mais qu'il peut l'être encore plus. En Principauté de Monaco, nous avons une belle tradition d'action médicale, santé et sociale de proximité. Eh bien, c'est de la même façon une incarnation complémentaire de cette vision que je voulais proposer à l'ensemble des acteurs. C'est comment aller au plus près des personnes qui sont dans la difficulté, parce que finalement la grandeur d'âme d'une société se reconnaît à sa capacité de prêter une attention très précise aux personnes qui sont dans des difficultés passagères ou plus chroniques. Parmi les actions, la création d'une équipe de liaison et de soins en addictologie, l'ELSA, une réflexion sur la création d'un service de pédopsychiatrie pour unifier la gestion des structures existantes, ou encore une réflexion autour de la création d'appartements de coordination thérapeutique. Voilà donc dans les grandes lignes le plan santé mentale mené sur une durée de 5 ans par le gouvernement princier en concertation avec de nombreux acteurs dans le domaine. Le service de psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace en fait par exemple partie. Justement, pour mieux comprendre les enjeux et l'importance d'un tel plan, nous sommes ce soir avec Valérie Aubin. Bonsoir. Bonsoir madame. La santé mentale est devenue un véritable enjeu encore plus avec la période que nous vivons depuis 2 ans maintenant. Alors, il faut savoir que la santé mentale, c'est un enjeu de longue date et en particulier le plan de santé mentale qui nous occupe aujourd'hui est à l'étude depuis une dizaine d'années. La situation que nous vivons actuellement n'a fait que pointer les difficultés de prise en charge, d'accès aux soins et à renforcer les besoins. C'est une démarche réellement novatrice de la part du gouvernement, tout ce qui est mis en place. Ce plan, on le rappelle, est sur une durée de 5 ans. Ce qui a été extrêmement novateur de la part de notre conseiller ministre, c'est la méthodologie, puisque au départ, on avait commencé à travailler un peu entre soi. Et là, il y a eu réellement un élargissement à différents acteurs, à différents métiers, avec des ateliers de travail extrêmement riches, extrêmement participatifs, qui ont permis à la fois de valider les propositions et les demandes qu'on avait en tête et d'en faire émerger de nouvelles. C'est un plan qui a été mûrement réfléchi. Il y a déjà des structures d'accueil qui existent à Monaco. Quelles sont-elles ? On a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui sont extrêmement performantes sur l'axe de soins. En particulier l'accès à l'hospitalisation qui peut être fait en urgence. Tout patient peut être hospitalisé en psychiatrie dans les 24 heures. Les délais de consultation on peut toujours s'améliorer, mais sont relativement satisfaisants. Les conditions d'hospitalisation, les durées d'hospitalisation, les prises en charge pendant le séjour sont extrêmement performantes. Donc en termes de soins, on est déjà performant. En revanche, les axes d'amélioration, c'était vraiment la prévention et la réinsertion, la stabilisation, où là, il y a des chaînons manquants. Justement, docteur, comment prévenir, comment repérer une souffrance psychique ? L'idée dans le repérage, c'est d'associer les intervenants, les professionnels qui sont le premier contact avec ces personnes en difficulté. Il y a une grosse volonté de former ou d'augmenter le niveau de formation de tous ces intervenants, et c'est eux qui vont repérer éventuellement une conduite addictive, une souffrance psychologique, et ensuite, en toute connaissance de cause, une fois formés, ils connaîtront mieux les filières de soins également. Oui, parce que ce plan concerne également l'addiction. C'est une nouveauté impulsée par le conseiller ministre, c'est de réunir dans un même plan la santé mentale adulte, la pédopsychiatrie et les addictions. Et il y a un gros volet addiction et repérage des addictions, en particulier chez les plus jeunes, qui est développé dans ce plan.
Oui, l'accompagnement est essentiel et ce, dès le plus jeune âge, docteur? On considère que l'accès au tabac, la première cigarette, c'est 11 ans. Donc le plan prévoit par exemple, on a commencé à le mettre en place, une sensibilisation aux méfaits du tabac dès la 7e, dès l'âge de 10 ans. Et c'est ainsi décliné pour tous les différents usages de toxiques. Sur toute la scolarité. C'est important aussi d'avoir une prise en charge globale de cette souffrance. Il y a beaucoup de stigmatisation sur les maladies mentales, d'où l'importance de la prise en charge et de la prise en charge au long cours. Et là, sur ce volet, la principauté peut s'améliorer, en particulier dans l'inclusion et dans le logement. Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que les patients puissent vivre en toute autonomie dans leur logement et qu'il y ait moins de poids sur les familles, ce qui est le cas actuellement. Et il y a toute la réinsertion par le travail, où là aussi, on peut s'améliorer, où on a proposé des ateliers spécifiques pour nos patients qui n'arrivent pas, même avec un statut de travailleur handicapé, à être inclus dans la société. Eh bien, merci beaucoup Valérie Aubin d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Nous retrouvons Julia Vial pour le reste de l'actualité. Bonsoir Julia, la Monaco Ocean Week est de retour en 2022. Elle aura lieu du 21 au 26 mars prochain, Julia. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. La Monaco Ocean Week offre depuis sa création en 2017 une semaine de rencontres, de débats et d'actions dédiées à l'océan. Les acteurs clés du monde de la mer peuvent ainsi partager leur analyse des grandes problématiques de la conservation du milieu marin et se mobiliser pour préserver les océans. Les éditions précédentes avaient permis de concrétiser de nombreuses initiatives et de sceller des engagements importants, à l'image par exemple du manifeste de Monaco pour l'océan, publié et signé par le prince Albert II, avec les ministres français et italiens en charge de l'environnement marin. Et nous suivrons bien évidemment cet événement sur l'avenir de nos océans de près. Le printemps arrive à grands pas, Julia, et avec lui, les allergies au pollen. Un réseau de surveillance a été mis en place en principauté pour mesurer les risques. En quoi cela consiste, Julia ? La direction de l'environnement a mis effectivement en place un réseau de surveillance des pollens via un système de mesure novateur. Il permet en effet d'évaluer le risque allergique quotidien. 3 capteurs de pollen ont ainsi été déployés sur les toits des jardins d'Apolline, sur le quai Antoine Ier et sur le toit de l'école Saint-Charles. Les mesures et les données météorologiques permettent de définir un niveau de risque allergique selon l'échelle que vous voyez à votre écran. Par exemple, pour aujourd'hui, Émilie, le risque est élevé. Il en sera de même demain et samedi. Dans un tout autre domaine, c'est la Fashion Week à Paris. Les plus grands noms de la mode présentent actuellement leur collection automne-hiver 2022-2023. Alter Design, la marque de Pauline Ducruet, y est représentée. Moins de 4 ans après la naissance de la marque, Alter Design prend de plus en plus d'ampleur, au point de se voir représentée sur les podiums du plus grand événement de mode à Paris. L'occasion donc pour Pauline Ducruet de présenter ses pièces uniques et toujours unisexes dans les tons cette fois-ci de jaune et de vert. La durabilité, les questions de genre et d'estime de soi sont des valeurs chères à la créatrice et inspirent ses créations. La princesse Stéphanie se trouvait d'ailleurs au premier rang du défilé de sa fille. Après le show, la princesse est allée retrouver Pauline Ducruet dans les coulisses. Un moment mère-fille qui ne manquait pas d'émotion. Et nous recevrons d'ailleurs dans quelques jours Pauline Ducruet pour recueillir ses impressions. Un rendez-vous que vous teniez à nous partager ce soir, Julia. L'Institut audiovisuel de Monaco propose un cycle consacré aux pionniers du cinéma. Le premier rendez-vous a lieu ce samedi. Nous vous présentons régulièrement les films projetés par l'Institut audiovisuel, en règle générale au Théâtre des Variétés, mais il faut savoir que cet institut organise également les rendez-vous de la petite salle directement dans leurs locaux. Et c'est le cas ce samedi à 15 h. Ce rendez-vous a lieu dans le cadre du cycle consacré aux pionniers du cinéma en France à l'époque du prince Albert Ier. Je vous propose d'écouter la responsable des actions culturelles de l'Institut audiovisuel.
En écho à l'exposition qu'on vient d'installer dans le cabinet de curiosité, on a souhaité faire un cycle de 4 séances dans la petite salle dédiées aux pionniers du cinéma. Puisqu'on le sait, c'est plus un mystère, le prince Albert Ier était féru des technologies naissantes, dont le cinéma. Et il était très proche de cette communauté qu'il y avait en France, autour des Frères Lumière, et ça fera l'objet de ce premier cycle, cette première séance qui a lieu ce samedi. Il y a donc plusieurs opérateurs qui vont parcourir le monde. On parle de 10 petites années, de 1895 à 1905. Pendant cette période-là, ils vont réaliser 1400 vues. Un petit peu plus, on n'est pas exact. Mais il y a un catalogue. Et ce catalogue, à l'occasion du centenaire du cinéma, donc il y a déjà 20 ans, il y a eu un travail d'analyse, de recherche pour les rassembler ce puzzle. Et notre intervenante qui sera là samedi a participé à tout ce travail puisqu'elle est au CNC, au Centre national du cinéma en France. Et donc elle viendra nous faire découvrir toutes ces merveilles de films. Vous pourrez par exemple voir sur ces images des enfants qui auraient aujourd'hui plus de 120 ans. Alors si vous êtes intéressé par cette projection dont le titre est Les Vues Lumière, le rendez-vous est donc donné ce samedi à 15 h. La séance est au tarif de 5 € et il vaut mieux réserver en contactant l'Institut audiovisuel. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, retour sur la défaite de l'AS Monaco en demi-finale de Coupe de France. Il n'y aura pas de derby azuréen. En finale, les Monégasques se sont inclinés au tir au but face au FC Nantes hier. Anaïs Rieu a suivi le match aux côtés des supporters rouges et blancs de la brasserie au Bella Vita. La soirée fut riche en émotions. Regardez. Malgré un contexte sanitaire toujours peu propice au rassemblement, les supporters monégasques étaient présents dans les bars de la Principauté avec l'espoir de voir leur équipe se qualifier pour le Stade de France. Dès la 12e minute de jeu, but de Monaco, une entame de rêve, mais tout reste encore à prouver. Nantes, offensivement, ils ont un duo d'attaque qui bouge assez, qui a provoqué pas mal de difficultés à notre défenseur central qui est blessé. Donc je me suis quand même assez confiant pour la suite. Je dirais que le score s'arrêtera là. La réponse du FC Nantes ne se fait pas attendre. Égalisation à la 20e minute, puis avantage aux Canaries 2-1 en moitié de deuxième mi-temps. Côté supporters, la pression monte. Confiant, on va dire non, mais je pense qu'on va aller au tir au but. C'est déjà bien qu'on arrive à égaliser, parce que c'était mal embarqué. Quand on prend un but à 15 minutes avant la fin, généralement c'est mauvais signe, surtout dans un stade plein à l'extérieur. Je pense que si on peut aller chercher le 3-2, on va le chercher, mais je vois plus des tirs au but. Après maintenant, tir au but, c'est une pièce, on lance et on voit bien qui va gagner ou pas. Malgré l'égalisation de l'ASM portant le score à 2-2, l'inquiétude se fait ressentir. Pas de but avant le coup de sifflet final, le match passe directement au tir au but et après 2 ratés monégasques, c'est la désillusion. Il n'y a rien à dire, les pénaltys c'est un coup de chance, on a manqué de chance, on aurait dû gagner le match avant. Maintenant, il faut, comme je dis toujours, il faut passer à autre chose, on apprend des défaites. On va faire du mieux qu'on peut, mais maintenant on va se repencher sur l'Europa League. Après c'est dommage, parce qu'on a joué une finale de Coupe de France l'année dernière. On était à 2 doigts d'y retourner, mais bon, il faut avancer. Et oui, l'AS Monaco qui ne débute pas le mois de mars de la meilleure des manières. Les hommes de Philippe Clément devront vite passer à autre chose. Ils se déplacent à Marseille dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Julia ? J'aurais aimé vous annoncer de belles nouvelles, Émilie, mais malheureusement, il ne fera pas très beau demain en Principauté. Sur la même lignée, finalement, que la journée d'aujourd'hui, le temps sera plutôt voilé. Les températures seront-elles comprises entre 6 et 12 degrés. Mais souriez quand même, car nous gagnerons encore quelques minutes de soleil. Il va se coucher à 18h23. Demain sera la Saint-Casimir. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Dans quelques instants, retrouvez le magazine Les Experts. Ils décrypteront le tirage au sort de Coupe Davis entre Monaco et le Maroc. Rendez-vous d'ailleurs dès demain, 11 h sur notre antenne pour suivre l'intégralité des matchs en direct commentés par Christophe Paco, Laurent Orsini et Frédéric Elion. Objectif pour les Monégasques, valider leur place dans le groupe 2. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Les photos de fin de JT ce soir sont dans le thème. Elles sont signées Stéphane Dana et Mickaël Alési. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info.